Avocat 92 connecté. On va vous expliquer les règles nord d'un webinar réussi. Merci Alexandre. Est-ce que tu veux te présenter peut-être ainsi que la démarche de l'incubateur rapidement? Bien sûr, je suis Alexandre Demolin, je travaille au barreau des Hauts-de-Seine et Avocat Lab 92, l'incubateur du barreau des Hauts-de-Seine, organise des matinales et des ateliers pratiques tout au long de l'année pour vous présenter des évolutions numériques, vous faire gagner en compétences. Donc nous en sommes au 3e rendez-vous. Le premier rendez-vous était consacré à LinkedIn, un webinar qui a eu beaucoup de succès et j'en profite pour rebondir. Nous avons un atelier pratique qui lui dure 2 heures et est payant le 22 avril, jeudi prochain, de 10 h à midi. Il reste des places, vous pouvez vous inscrire, je vous renverrai le lien, histoire de mettre vraiment en pratique dans le dur les tips que Mélissa et Serena vous avez dispensé lors de cette matinale de mars. La seconde matinale, enfin deuxième matinale, a eu lieu également en mars. Elle était sur le legal design avec Sonia Koutchouk, qui est avocate au barreau des Hauts-de-Seine. On vous a parlé de langage clair, de legal design, comment présenter l'information de façon impactante et imagée. Et donc voilà, Mélissa va vous expliquer comment réussir un webinar, vu la situation sanitaire, le développement exponentiel des outils de visio et autres. C'est un mode de communication plus que dans l'air du temps. Voilà, je vais laisser Mélissa vous présenter tout ça et n'hésitez pas à interagir, participer, poser des questions par le chat. Et voilà, de toute façon, Mélissa vous sollicitera puisqu'un webinaire réussi, c'est aussi et surtout un webinaire où il y a de l'interaction et pas seulement de l'information descendante. Voilà, bonne formation à Tu es en tous. train de divulgacher la suite de ce webinaire. C'est un petit spoiler, on va dire. Merci Alexandre pour cette introduction. J'ai le chat dans mon téléphone juste à côté. Donc n'hésitez pas, je suis tout à fait à votre écoute. Donc suite à cette introduction, je continue cette introduction avec la matrice Toast que vous allez voir juste ensuite. Donc le webinaire porte bien sur les bonnes pratiques pour organiser un webinaire qui sera impactant. L'objectif de ce webinaire, c'est de repartir avec les clés qui permettra de l'organiser, mais également de l'animer auprès de différentes cibles, qu'on parle de ses pairs, de ses futurs clients ou de ses clients. En matière d'animation, c'est moi, Mélissa, qui vais présenter ce webinaire. Rapidement, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille au sein du département innovation de KPMG, plus précisément de l'incubateur interne de KPMG. Et de par la nature de notre activité d'incubation, on est partenaire de l'incubateur Avocat Lab 92 et on intervient sur certains contenus qu'on a déjà pas mal l'habitude de faire. Donc c'est pour ça que c'est moi qui vais vous parler de ça aujourd'hui, notamment parce que j'ai animé beaucoup de webinaires depuis mars 2020. Donc l'animation, c'est surtout moi, avec vous, je l'espère, au maximum par chat, avec des micros fermés pour éviter les bruits parasites. En revanche, si vous avez besoin d'interagir, que je vous sollicite et que vous avez envie de partager votre expérience en allumant votre micro, c'est tout à fait possible également. Je vous y encourage. En matière de séquencement, voilà, ça sera une intro, les 9 règles d'or qui sont divisées en avant, pendant, après le webinaire et on finira par un wrap-up. Et la transition, ça sera notre icebreaker, les dingbats. Pourquoi est-ce que je vous fais l'introduction comme ça? Finalement, c'est juste pour déjà vous livrer une première bonne pratique qui est quand on fait un webinaire, alors on n'écrit pas toast, on n'écrit pas tout sur sa slide comme ça, mais en fait, c'est un bon moyen mémotechnique, c'est toast en démarrage de webinaire, c'est thème, objectif, animation, séquence, d'ailleurs, je l'ai mis là. Transition, et c'est un bon moyen mémotechnique pour introduire son webinaire avec tous les éléments qui permettent de poser le cadre et le contexte. Et ma transition, c'est donc mon icebreaker. Là, je vais essayer de voir si vous êtes réactifs sur le chat, si vous êtes avec moi, et activer un peu vos cerveaux pour qu'ils puissent être prêts et disposés à recevoir l'information. Et donc, on va faire des énigmes visuelles. Alors, pour vous donner un exemple, c'est ce qu'on appelle les dingbats, c'est des énigmes visuelles. Là, on a la poire le mot poire qui est séparé, et donc ça donne couper la poire en deux. Si vous avez compris la logique, je vous laisse dans le chat répondre à la prochaine énigme visuelle qui est celle-ci. Quelle est cette expression? Question qui est posée. Là, je vous invite à
vous saisir du clavier pour résoudre cette énigme. Non. On a peut-être un participant perplexe. Ça s'appelle un icebreaker. C'est crise sur crise ne vaut. Non, c'est une autre expression. On a le mot crise qui est écrit un certain nombre de fois. Si je vous dis le nombre de fois où il est écrit, ça risque de vous mettre sur la piste. Alexandre, tu l'as? Je sais pas si j'ai déjà fait cet exercice avec toi. Je connais les slides, donc c'est de la triche, mais la réponse est Ok. crise 2 fois. Voilà. Ok. Eh bien, dis donc, j'ai déjà eu des participants plus réactifs. Ok, quelle est cette expression? On l'a fait sur le webinaire LinkedIn, Alexandre, ou pas? On avait fait des petits icebreakers, oui, au début. Ok. J'espère que vous n'êtes pas trop avoir la réponse. Visiblement pas, puisque vous ne me répondez pas. Vous avez décidé de me laisser toute seule, là, ramer. Quelle est cette expression? Alors, c'est des énigmes visuelles. Donc, en fait, la proportion, l'emplacement, parfois la police, la couleur des mots a une importance. Ce n'est pas manger avec les yeux. Yes, Laura, les yeux plus gros que le ventre. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Ok. Alors celle-là, elle est un peu compliquée. C'est pas une question d'imagination, c'est indique les avocats, donc une imagination. C'est pour ça qu'on fait l'exercice, c'est censé débloquer. Quand on a fait des choses très différentes avant, ça aide à débloquer un peu les cellules. Les cellules, ça n'a aucun sens ce que je raconte. Ça aide à débloquer un petit peu la partie apprenante de votre cerveau ou créative en fonction. Satan, alors celui-là, il est un peu compliqué. Waouh! Ok, Satan bouche un coin. Très bien. Très très bien. Bravo. Celui-là est vraiment, je l'avais pas trouvé moi la première fois. Comme quoi, on a des cerveaux qui fonctionnent différemment. Et cette expression, je crois que ce n'est pas un hasard si elles sont à cet endroit de la slide. Avoir de main gauche, trop bien, Nathalie, bravo. Main dans la main, ça aurait pu le faire aussi, mais peut-être qu'il aurait fallu qu'il soit un petit peu imbriqué. Bon, vous avez compris le concept. Je passe un peu plus vite du coup sur les icebreakers. L'idée étant de vous mettre un peu dans une bonne disposition, de vérifier que vous êtes là sur le chat et que vous vous mettez dans une dynamique d'interaction avec moi. Là, je vais vous demander de répondre par A, B ou C. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'assister à des webinars de vos confrères ou de vos consoeurs? Quand je parle de webinar, voilà, un webinar donné qui soit à destination de clients, de pairs, etc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? J'ai pas mal de A, ok. Ça sera intéressant d'avoir vos retours d'expérience. Je vous redemanderai dans le chat quel type de webinar. Est-ce que c'était plutôt des webinars à destination de clients et vous étiez là pour voir comment ils faisaient, ou c'est des webinars à destination des pairs pour transmettre un peu des connaissances ou pairs? Ok. D'accord, ça marche. Et vous, est-ce que vous avez déjà organisé un webinar et vous avez besoin de bonnes pratiques pour vous améliorer? Est-ce que vous ne l'avez jamais fait mais vous aimeriez vous le lancer? Ou est-ce que vous ne l'avez jamais fait et pour l'instant vous n'êtes pas trop prêt à passer le pas, mais vous êtes là un peu par curiosité, vous allez voir si ça vous motive ou pas? Ok, on a quand même un A. On a des honnêtes personnes qui me mettent C. Tout à fait ok. J'espère qu'à la fin vous mettrez peut-être que vous êtes prêts. Ok. Ok. D'accord, ok. Donc on a quand même certaines personnes qui ont déjà organisé des webinars. Très bien. Et dernière question, hein, l'idée c'est de bien sonder le besoin et de m'adapter aussi un peu dans mon discours. Pour quelle finalité l'avez-vous fait? Pour ceux qui l'ont fait du coup,
Est-ce que c'était plutôt pour des clients, des futurs clients, des pairs ou des étudiants? Ok, j'ai un étudiant ou autre, hein, et dans ce cas-là, je vous laisse me mettre dans le chat. Là, vous êtes à peu près 5-6 à m'avoir dit, peut-être, non, plutôt 3-4 à m'avoir dit que vous avez déjà fait des webinars. Étudiants particuliers, ok. Et les deux autres? C'est autre chose? Ok, bon, je passe, je verrai si vous me répondez plus tard. Je vous demanderai là pas forcément de me le mettre dans le chat, mais d'y réfléchir plutôt. Qui est particulier égale client. D'accord. Et pour des pairs. Ok. Si vous avez déjà assisté à des webinars du coup de vos pairs et de vos de vos pairs notamment, ayez bien cette situation en tête et réfléchissez si vous avez déjà été déçu. Petite typo au mot déçu, si vous avez déjà été déçu et pourquoi vous auriez été déçu. Et cette situation en tête, peut-être s'il y a quelque chose en particulier qui vous vient de très clair, partagez-le moi dans le chat. Comme ça, je l'aurai à l'œil. Moi, je vais continuer à développer la présentation. Donc, on va rentrer dans les 9 règles d'or. C'est divisé en quelques bonnes pratiques avant l'organisation de ce webinaire, pendant et après. En fait, c'est un peu l'expérience apprenante ou l'expérience client. Globalement, aujourd'hui, un service est une expérience et on prend non plus seulement le pendant, donc le webinaire en tant que tel, mais on va intégrer certains éléments avant dans les interactions qu'on va avoir avec ses pairs, ses clients, et après, pour pouvoir un peu avoir un full package. Donc avant, ce qui va être super important, c'est de bien se préparer. Alors ça paraît logique comme ça. Je vous donne un peu les bonnes pratiques de ce qu'il faut préparer. Bien fixer les objectifs du webinaire et de la réunion. C'est ce que vous allez dire en intro, mais c'est aussi ce qui va conduire tout le fil. Est-ce que c'est un objectif justement d'aller informer vos pairs sur une nouvelle réglementation, une nouvelle pratique? Est-ce que ça va être de délivrer du savoir, transmettre du savoir à des étudiants? Est-ce que ça va être de potentiellement trouver des nouveaux clients ou ferrer des nouveaux clients à travers voilà, le fait de leur transmettre une info, une compréhension d'une réglementation, etc. Donc bien caler l'objectif sous-jacent en fait. Et ensuite, oui, effectivement, l'objectif de ce que vous voulez transmettre. Bien donc du coup déterminer le public cible afin d'adapter les messages clés et adapter tout le reste, vous le verrez, et préparer en fait un déroulé précis et bien timé, donc bien chronométré. Moi, je sais que par exemple, j'ai sur mon petit papier à côté, je ne sais pas si vous le voyez parce que je crois que mon arrière-plan est flou, mais j'ai sur mon petit papier à côté mes différentes briques que je vais présenter. Je sais quel temps je dois mettre sur chaque brique et je sais que je me suis aussi entraînée. Je ne fais pas systématiquement, mais je commence à avoir un petit peu l'habitude aussi des différentes séquences. Mais on s'entraîne pour savoir voilà, l'intro, combien de temps elle va prendre, le développement, etc. Histoire de pouvoir être réactif, aller plus vite ou moins vite en fonction de finir à l'heure et voir si on peut caler plus ou moins de contenu ou justement s'il faut en enlever. Afin de bien se préparer, vous pouvez tout à fait envoyer un questionnaire en amont aux participants. Nous, on a décidé de faire un petit questionnaire là en intro, mais c'est tout à fait possible de le faire en amont afin de bien cerner les attentes et donc de potentiellement, si vous avez le temps, adapter complètement le contenu de vos slides à cette cible en particulier. Aujourd'hui, on voit bien que vous êtes un groupe hétérogène, donc c'est très bien comme ça. Ou vous pouvez aussi, si vous partagez cet événement sur LinkedIn, on le verra par la suite, sans forcément faire passer un questionnaire, vous pouvez interpeller sur LinkedIn lors de votre petit article. Ça fait le lien avec la présentation LinkedIn, mais lors de votre article qui communiquera sur votre webinaire, vous pourrez collecter les attentes dans les commentaires, demander en fait quelles sont les problématiques rencontrées, les attentes de votre cible. Et enfin, bon, alors ça c'est vraiment évident, hein, mais de bien se préparer dans son environnement, c'est évident, mais cela va mieux en le disant. C'est de trouver un lieu calme, de prévenir son entourage pour être au calme, avoir une connexion internet stable et potentiellement avoir testé ces outils en amont
pour pouvoir éviter un petit peu les différents désagréments et comme je disais, avoir son déroulé sous les yeux pour pouvoir être fluide dans le développement. Je fais en sorte d'avoir le chat, voilà, si jamais vous. Super, je vois que certains ont partagé déjà des expériences vécues, n'hésitez pas, ça me sera utile pour la suite. Deuxième règle, bien choisir son outil de visio. Alors moi, je vous ai mis des logos de différents outils que j'utilise, qui fonctionnent. Il y en a peut-être d'autres. J'ai pas volontairement mis d'outils qui sont dédiés à la profession d'avocat, parce que ceux que je connais en tout cas sont des outils plutôt en one-to-one avec un client. Je n'ai pas connaissance d'outils de webinaires destinés à la profession d'avocat. Je n'ai pas l'impression que ça a vocation à être des webinaires totalement confidentiels, mais si c'est le cas, je vous laisse peut-être les partager dans le chat si vous en connaissez. En tout cas, je proposais donc Teams, c'est celui qu'on utilise aujourd'hui. Ce que j'aime bien de Teams, l'avantage, c'est que vous pouvez avoir dans les commentaires la possibilité de réagir avec des smileys ou avec des gifs. Ça permet de créer une interaction un peu plus dynamique. Les gens peuvent aller mettre un pouce sur un commentaire avec lequel ils sont d'accord, s'ils ont vécu la même chose, réagir en un gif, etc. C'est un petit peu plus interactif que d'autres outils. Il y a Jitsi Meet, il y a Google Meet et Zoom. Voilà, je sais que le barreau avait pas mal utilisé Zoom sur les précédentes matinales, ça marche très bien aussi. Donc c'est en fonction aussi de ce que vous avez à dispo peut-être dans votre cabinet et en fonction des plans tarifaires, ce qui vous convient le mieux. J'ai volontairement pas détaillé tout ça. En tout cas, ce qui est le plus important, c'est que ça puisse allier la possibilité de partager son écran, d'avoir un chat et un micro. Et vraiment, je vous disais tout à l'heure, très important de faire des tests avec d'autres personnes. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire intervenir des gens où effectivement l'outil marchait très bien chez eux. En revanche, quand on avait fait le test, je me suis rendu compte que, il fallait absolument que cette personne mette, par exemple, un micro, filaire, près de sa bouche parce que, la salle dans laquelle cette personne se trouvait résonnait énormément et donc c'est très désagréable à suivre et en plus, si on enregistre le contenu, bon, c'est pas super d'avoir un contenu qui est, assez désagréable à suivre, du coup, s'il a été revisionné plusieurs fois. Donc bien tester le son, la vidéo, voilà, potentiellement se rendre compte que si la bande passante, n'est pas bonne, on coupera la vidéo, c'est pas grave, mais pouvoir s'adapter. Troisième partie, plutôt importante, j'en profite, le point bonus, ça va être, de boire de l'eau pendant son webinaire pour pouvoir être, intelligible, c'est de communiquer sur son événement. Et cette communication, elle se fait via 3 piliers, via un outil de communication, qui est le premier. Vous pouvez utiliser LinkedIn. Moi, c'est celui que je privilégie aujourd'hui parce qu'il permet de toucher très, très large. Là, je vous ai mis l'exemple d'un webinaire, le dernier webinaire qu'on a communiqué sur LinkedIn. On a eu 80 personnes qui se sont portées, qui se sont en tout cas manifestées comme participantes, comme intéressées pour l'événement. C'est beaucoup plus que ce qu'on arrive à toucher à travers le mailing. Alexandre, je pense que tu peux confirmer. Derrière, l'objectif, ça va être de donc bien onboarder ces personnes sur votre événement, mais ça permet en fait de toucher plus large puisque l'outil d'invitation, derrière, les personnes qui reçoivent cet événement vont pouvoir partager beaucoup plus facilement à leur réseau sur LinkedIn que via quand on reçoit une invitation dans son calendrier ou sur un mail et qu'on transfère le truc. Et du coup, il y a des clics qui se perdent. Ça, c'est un peu plus difficile. Il y a un fil de discussion, un chat et un fil de discussion tel que vous le voyez, là, lancer une discussion sur cet événement, qui permettent d'échanger avec les participants et donc, en amont, d'aller les interroger sur leurs besoins, leur demander des feedbacks à la fin, d'avoir un suivi, en fait, avant, pendant et après, avec les participants et ça, c'est plutôt pas mal puisque cet événement, il a eu lieu le 25 mars et en l'occurrence, je pourrais encore, si je voulais, interagir sur la conversation. Typiquement, ça a permis, au barreau de communiquer sur l'événement qui avait lieu aujourd'hui au sein de cette discussion. Ça, ce qui vous permet donc de capitaliser sur votre communauté qui participe à des événements, étape après étape. La seule remarque que j'ai sur LinkedIn, c'est que en fait, plus vous démultipliez aussi les canaux où vous communiquez, il faut bien que, vous puissiez leur communiquer le jour J, le lien de l'événement. Donc l'outil de communication, moi je propose LinkedIn. Il y a les réseaux sociaux, il y a les newsletters, il y a plusieurs, vous pouvez faire par mail, enfin bref, vous avez plusieurs outils, hein, pour communiquer. Vous avez un outil d'inscription. Moi, je vous mets Eventbrite parce que c'est celui que j'utilise. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez utiliser un outil de formulaire comme Google Forms, et cetera. C'est un outil pour centraliser les inscriptions.
Si vous avez potentiellement envie, par exemple, de mettre un petit questionnaire préalable dedans, voilà, si c'est important pour vous de sécuriser l'inscription, c'est une étape qui est plutôt facultative. Vous pourriez très bien avoir l'outil de communication et alors là, je vous mettais un exemple d'Eventbrite, pardon. C'est un outil donc qui permet de gérer un peu toutes ces invitations, envoyer le nombre de places réservées, mettre un questionnaire, etc. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez avoir l'outil de communication sans l'outil d'inscription et le calendrier. Le calendrier, c'est très important parce que c'est ce qui permet de sécuriser le créneau dans l'agenda des participants. Quand vous les invitez sur LinkedIn, ils se portent intéressés, c'est super. En fait, je pense que vous, quand vous voyez un webinaire sur LinkedIn, certains d'entre vous vont peut-être avoir le réflexe d'aller sur leur agenda et bloquer le créneau en mode webinar, voilà. Mais déjà, il n'y a pas le lien dedans, il n'y a pas les infos dedans. C'est vous qui voulez être bloqué. Et beaucoup d'entre vous vont cliquer sur participer, puis vont passer à autre chose et ne vont jamais l'ajouter dans leur agenda. Et donc, du coup, au fil des semaines, des réunions s'ajoutent, des rendez-vous clients, que sais-je, et donc vous avez perdu le créneau en fait, des webinaires. Alors que si vous envoyez le créneau dans l'agenda des participants, ça permet de sécuriser que ces participants seront là et donc d'avoir un taux de participation plus important. Dites-moi s'il y a des questions à ce niveau-là, hein, si vous avez des questions, si vous avez déjà rencontré des problèmes avec tout ça, je suis à l'écoute. Mon 4e conseil, c'est de répéter, 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 répéter. Voilà, c'est de prendre l'occasion. Si vous avez l'occasion de le faire avec quelqu'un d'autre, c'est bien parce que vous pourrez avoir des retours quand même plutôt constructifs. Est-ce que votre contenu est intelligible? Est-ce qu'il est dans le déroulé est fluide? Est-ce qu'on comprend bien? Voilà. Mais ça permet surtout de se chronométrer, donc de savoir si on est dans les temps. Donc là, on vient de faire un peu la partie en amont du webinaire. Ensuite, là, on va parler du pendant. Et donc, le pendant, il y a différentes choses. Il y a comment est-ce que vous communiquez pendant le webinaire. Donc là, l'idée, c'est juste de vous dire voilà, d'être détendu, d'apprécier interagir avec ses participants, de pas, je le rajoute, mais de pas se sentir déstabilisé. Il y a là, je vais vous livrer aussi plein d'outils et de bonnes pratiques pour éviter de se retrouver face à des blancs, etc. Mais voilà, de se dire que c'est un échange. Vous pouvez très bien, et là je passe au dernier point, mais parce que la transition se fait mieux comme ça, vous pouvez très bien livrer des connaissances tout en admettant que vous ne savez pas tout sur tout. Et donc se détendre aussi par rapport à ça. Vous avez une posture de sachant, mais voilà, selon votre public, vous n'avez pas besoin d'être l'expert sur absolument tous les sujets qu'on vous pose dans le chat. C'est important d'être enthousiaste. C'est important d'avoir voilà, un niveau d'énergie qui permet de communiquer ce niveau d'énergie à ses participants et donc de le retrouver en retour. Ça peut passer à travers les icebreakers, mais c'est aussi par la voix que vous allez utiliser, votre intonation. Si je vous lisais mes slides comme ça pendant tout le webinaire, vous imaginerez que je pense que vous auriez peut-être déjà déconnecté ou vous seriez déjà peut-être en train de faire autre chose. Ça paraît logique, mais j'en entends énormément des webinaires comme ça. Et donc, l'idée, ça va être de questionner au fur et à mesure aussi vos participants pour pouvoir créer de l'interaction, pour pouvoir sonder un petit peu aussi, est-ce qu'ils sont en train de décrocher? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont bien présents avec moi? Et donc de voir aussi peut-être à quel contenu vous avez un peu perdu vos participants, voir s'il n'y a pas quelque chose à faire pour l'améliorer pour la prochaine fois. Par exemple, parce que je dis qu'il faut questionner ses participants au fur et à mesure, est-ce que là, vous pourriez, par exemple, en un mot, me donner un mot que vous avez retenu, qui n'est pas sur cette slide, depuis le début de cette présentation? Et je vous attends dans le chat. Répétez. C'était parce que je l'ai mis 4 fois sur la slide d'avant. OK. J'en profite pour partager, ton retour. Résumer aussi, timer ses interventions. OK, très bien. Résumer, effectivement, c'est une bonne pratique à la fin de vos webinaires ou quand vous êtes sur une étape de transition. Typiquement ici, j'ai un petit peu dit ce qu'on avait fait avant et j'ai un petit peu introduit ce qu'on allait faire après. C'est ce qu'on appelle un checkpoint. Ça permet de situer où vous en êtes. J'en profite pour partager le commentaire là, que j'ai dans le chat qui était une déception par rapport à un webinaire où le contenu était haut de gamme et très très riche.
mais en mode TGV, beaucoup de slides, beaucoup d'informations et aucune doc à la fin. Donc, apparence de volonté de ne pas vraiment partager les compétences. Ok, je vois. Donc, c'est intéressant comme retour d'expérience, merci. Effectivement, le fait de partager une documentation à la fin, le fait d'enregistrer le webinaire et le fait de prendre le temps aussi, quitte à en faire 2, c'est super important pour visiblement ne pas frustrer ces participants qui auraient l'impression qu'on n'est pas en train d'essayer de partager vraiment du contenu. Ok, donc ça c'était la règle numéro 5. La règle numéro 6, et qui pour moi est vraiment la clé de voûte aussi d'un webinaire réussi, bon, ça dépend de l'objectif, mais ça va quand même être de créer de l'interaction pour justement ne pas perdre ses participants. Ne pas les perdre, c'est faire des pauses entre les parties, même si elles sont de quelques secondes, ne pas essayer de tout dire très très vite. Alors moi, c'est un de mes défauts, je parle très vite de manière générale. Donc n'hésitez pas à me dire si je parle trop vite, je fais de grands efforts pour faire des pauses. Si vous êtes plus à l'aise avec ça, en tout cas, faites-le. Restituer, bah, voilà, c'est ce que je venais de vous dire, hein, de revenir sur les points qui viennent d'être énoncés et peut-être introduire les suivants. Ça permet en fait de situer aux participants où on en est. Et ainsi, même si on a décroché de 2 minutes, on a reçu un mail, et cetera, parce que webinar, c'est pas une intervention en présentiel. Les gens multitaskent, il y a beaucoup de stimulus, il y a les enfants, il y a les animaux de compagnie peut-être, il y a les mails, les notifications, le téléphone qui sonne. Bref, ça peut arriver de décrocher et du coup, c'est bien d'avoir quelque chose qui nous permet de savoir où on en est. Là, ce webinaire, il est simple parce qu'il y a 9 règles et elles sont affichées en haut, numéro 6, numéro 1, et cetera. Donc, vous savez où vous en êtes. Mais voilà, c'est important d'avoir peut-être un sommaire qui évolue et qui est là entre chaque partie pour vraiment savoir où on se trouve et de récapituler souvent. Et d'engager. Alors pour engager, moi ce que je conseille, c'est de faire réagir les participants, dans le chat. On est un peu dans une mise en abîme, hein, parce que je vous fais faire ce que je vous délivre aussi. Mais voilà, l'apprentissage qui vous a le plus marqué, peut-être ce qui vous paraît le plus difficile à appliquer, cette question-là, je vais vous la poser à la fin. Et surtout de poser des questions précises. Qui n'a pas déjà vécu la situation de quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Et après, il se passe rien en fait. Il y a très peu de gens peuvent oser poser des questions et donc poser des questions très précises. Est-ce que dans ce que je viens de raconter, il y a peut-être une chose qui vous paraît plus difficile à mettre en place? Quel est l'élément que vous retenez? Peut-être parfois, si vous êtes dans un cadre, plutôt webinar, entre guillemets «table ronde», où vous êtes, moins de personnes et vraiment l'objectif c'est que les personnes interagissent, prennent le micro, et que vous savez un peu quels sont les participants. Vous pouvez, alors faut l'annoncer au début, hein, mais vous pouvez interpeller les personnes par leur prénom en leur demandant, leur avis sur une question bien précise. Par contre, annoncez-le au début pour que ça ne soit pas un piège, quoi. Vous dites, «Voilà, moi, dans l'intro que je vous ai fait, dans la partie animation, je vous ai dit, bah, c'est moi qui vais parler, vous pouvez utiliser le chat et si vous voulez, vous pouvez participer. Je vous aurais dit, je vais interagir avec vous et peut-être que je serai amenée à vous demander, vos avis, vos retours d'expérience et je vous demanderai, par vos prénoms de le faire». Hem, voilà, si vous n'êtes pas OK avec ça, dites-le moi dès maintenant et puis peut-être que voilà. Autre, bonne pratique, c'est d'utiliser des icebreakers ou des energizers. Moi, j'ai utilisé un icebreaker qui n'a volontairement pas du tout rapport, hein, c'est des énigmes visuelles. Chaque icebreaker, ou energizer et ça, je vous recevrez ensuite, quand vous recevrez les slides, vous aurez, dedans, hem, des ressources aussi pour aller, justement, bah, enfin, avoir des icebreakers, il y a pas mal de vidéos et d'articles qui en résument pas mal. Chaque icebreaker ou energizer répond à un objectif. C'est pas juste, pour faire le clown, pendant 5 minutes, et pour, attendre que les participants arrivent. Évidemment, ça permet de, gagner du temps, voilà, on attend que les participants arrivent, c'est pas quelque chose qui est extrêmement, crucial dans le déroulé. En revanche, ça permet, il y a des icebreakers qui permettent d'apprendre à se connaître. Il y a des icebreakers qui permettent de se mettre dans le contexte, de commencer déjà à poser les questions à quelles sont vos difficultés. C'est un peu le cas des quiz que je vous ai mis. C'est et pour moi un moyen de mieux comprendre votre besoin et un moyen, d'aller vous mettre dans le sujet en fait, vous immerger dans le sujet, voilà, vous réfléchissez, vos difficultés, ce qui ne marche pas. Et ça peut être aussi, nous on a beaucoup le cas, chez KPMG, on donne des webinaires avec beaucoup, d'auditeurs, d'experts comptables qui sont, dans les chiffres,
dans des choses très rigoureuses toute la matinée. Ils arrivent à 11h30 en webinar avec nous. On va leur parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'ils étaient en train de faire. Il faut que le cerveau puisse faire le switch. Et pour faire le switch, il faut du temps, mais surtout, on peut accélérer ce temps en proposant un exercice qui va activer soit la créativité, soit la cohésion, la collaboration. Et donc, on a des petits exercices ludiques qui permettent de le faire. Quelques bonnes pratiques pour éviter des situations gênantes, donc comme les silences gênants, éviter les appels à la cantonade, nommer les participants, être plus précis et prévoir un plan B, une anecdote, un quiz qui permettra de relancer. Ça, je vous l'ai un peu livré à l'avance. Et pour éviter les cacophonies, vous pouvez donc utiliser le chat et surtout en fait annoncer dès le départ, comme l'a fait Alexandre. Voilà, donner un peu ce qu'on appelle les règles d'hygiène de la communication en ligne. C'est voilà, s'il vous plaît, désactivez vos micros, utilisez le chat. C'est super embêtant quand on est intervenant, mais aussi quand on est participant, d'avoir un écho quand on parle, d'entendre le clavier, les bruits voilà, annexes à droite à gauche, et puis ça parasite le bruit des autres participants. Et pour éviter les cacophonies, mais pour faire intervenir du monde, vous pouvez faire des petits tours de table sur les sujets qui, eux, vont susciter beaucoup de réactions. Autre règle, l'appel à un ami. L'idée, c'est de faire intervenir quelqu'un. Ça permet non seulement d'apporter du rythme, et plus de concret, plus de retour d'expérience. Alexandre l'a mentionné tout à l'heure, on a fait intervenir Sonia Koutchouk, avocate au barreau, sur le sujet du legal design. C'était intéressant puisque, en fait, déjà, elle est dans le même moule, enfin, elle est avocate, elle est au barreau des Hauts-de-Seine, elle répond aux mêmes contraintes que nos participants. Donc, déjà, c'est un peu plus concret pour vous que d'avoir quelqu'un qui n'est pas avocat. Ça permet d'avoir des retours d'expérience vraiment concrets. Et dans votre cas, si vous faisiez intervenir, par exemple, un client, une cliente ou simplement un particulier, en tout cas, ça permettra de faire un retour d'expérience. Indirectement, ça permettra de faire parler de vos services, qui permettraient du coup de venir, résoudre une situation vécue par le client ou la cliente. Ça peut être un confrère ou une consoeur, de façon à mettre en visibilité une complémentarité, une spécialité complémentaire, et voilà, venir tout simplement rythmer votre présentation. Je vais me permettre de prendre une petite gorgée d'eau supplémentaire. Permet de faire une pause. Donc on a vu avant, voilà, on se prépare, on se met en condition, on définit bien sa cible, et cetera, et pendant, on a des techniques d'animation notamment, et posture. C'est une posture et les techniques d'animation pour bien animer son webinar. Et après, et là, c'est là où c'est vraiment important d'y penser, ça va être de demander des feedbacks. Demander des feedbacks aussi bien sur le fond, sur la forme, ce qui va vous permettre de vous améliorer évidemment. Et pour ça, vous avez des outils, hein, mais ça va également vous permettre d'avoir des suggestions pour les prochains sujets que vous souhaitez aborder. Et donc ça permet aussi, encore une fois, de sonder potentiellement les difficultés vécues par vos clients, vos pairs, et potentiellement venir apporter une solution. Je vous donne également des idées d'outils. On a SurveyMonkey, Google Forms, Typeform, Microsoft Forms. Ça dépend encore une fois de la suite d'outils que vous avez l'habitude d'utiliser. Moi, je trouve Typeform extrêmement ergonomique. C'est son avantage. Par contre, on peut aller que jusqu'à 10 questions, et Google Forms, il me semble qu'en version gratuite, il est très, très poussé. SurveyMonkey, pareil, il est un peu plus ergonomique. Il est très bon, je pense, dans l'analyse de données. Ça, c'est vraiment si vous partez très loin avec vos questionnaires. C'est peut-être pas le cas pour ce cas de figure-là, mais du coup, il est payant. Donc Google Forms, ça marche très bien, et Microsoft Forms, vu que moi j'utilise Microsoft, c'est exactement le même concept, et du coup, c'est gratuit quand on a la suite Outlook. Ça, c'est vous donner un exemple de ce qu'on peut mettre comme question. Donc je fais une pause dessus pour que vous puissiez avoir une idée. Ce qui est
un conseil que j'ai moi-même pu recevoir en fait lorsque j'ai fait une formation sur la facilitation. Il y a des façons dont vous pouvez tourner vos questions pour obtenir plus de réponses. Souvent, quand vous répondez à un questionnaire de feedback, vous allez répondre à ces questions qui sont obligatoires, mais qui sont très subjectives et qui vous apportent pas grand-chose niveau satisfaction. Et derrière, la plupart des gens n'ont pas le temps et ne répondent pas trop à la question 5 et 6, qui sont les éléments qui vous ont empêché de mettre 5 et les éléments qui vous ont poussé à mettre plus que 0. À la base, c'est on écrit souvent pourquoi avez-vous mis cette note-là ici? Pourquoi avez-vous mis cette note-là ici? Le fait de dire qu'est-ce qui vous a empêché de mettre 5? Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre plus que 0? Ça pousse déjà un peu plus à la réflexion de qu'est-ce que j'ai bien aimé quand même qui fait que je mets pas 0 et qu'est-ce qui fait que je mets pas 5? C'est quoi les petites choses? La façon dont la question est formulée, moi je vous le garantis, je le vois, j'ai beaucoup plus de réponses à ces questions-là aujourd'hui. Donc ça permet de vraiment avoir de la constructivité pour son webinar. Dernière règle d'or, et là c'est une règle d'or qui permet vraiment d'aller plus loin en fait avec vos participants, c'est de penser à la stratégie long terme dans laquelle s'inscrit le webinar et de proposer ce qu'on appelle un call to action, donc un appel à action, en tout cas inciter à pousser plus loin. Là, il faut se demander dans quelle stratégie, et j'espère que vous vous le serez demandé au début lors de la fixation des objectifs de votre webinar, mais est-ce que vous êtes là pour développer votre réseau? Est-ce que vous êtes là pour trouver des clients? Est-ce que vous avez ou des futurs clients? Est-ce que et potentiellement faire venir ces clients sur des opportunités où vous aimeriez vraiment les faire venir? Est-ce que je crois qu'il y a une petite erreur sur ce 3e bullet point. Est-ce que vous êtes là pour, transmettre une connaissance, simplement? Et en tout cas, donc du coup, dans le cas de développer son réseau ou dans le cas de, transmettre une connaissance, ça va pas être la même chose. Je vais reprendre le commentaire que j'avais eu là dans le chat. Typiquement, si vous voulez vraiment transmettre des connaissances, peut-être que derrière, avoir un call to action où vous pouvez proposer, d'aller plus loin, en allant sur votre site pour trouver le contenu des slides et cetera, ça peut être bien, ou envoyer en tout cas le contenu des slides. Si vous souhaitez développer votre réseau, trouver des clients, peut-être que vous pouvez proposer, un échange, potentiellement dans le cas de clients, une consultation courte. J'ai vu pas mal de consultations d'avocats aujourd'hui qui sont proposées quand même, à moindre coût en tant que produit d'appel, en fait, sur ces plateformes de mise en relation, et derrière, c'est rentabilisé par le fait qu'il y a un peu plus de «taux de conversion» entre guillemets. J'utilise des terminologies qui sont pas, celles, des avocats, j'en ai conscience, hein. Taux de conversion, on est plus sur du marketing, du commerce, mais finalement, c'est la même démarche, le même mécanisme. C'est le même mécanisme, ce n'est pas la même démarche. Hem, mais voilà, donc potentiellement une consultation, gratuite ou non, ou peut-être qu'elle serait remboursée s'il y a un suivi de dossier de 20 minutes, et donc peut-être que, vous pouvez, avoir plus de chances de convertir ces potentiels clients en clients, suite à ce webinaire. Donc ça, c'est pour les 9 règles d'or. Là, je vous ai mis un petit peu, juste les 9 aspects qui viennent d'être traités, en très court pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire de tout ce qu'on s'est dit, parce qu'il y a pas mal d'informations délivrées en peu de temps. Hem, voilà, donc sur, la préparation, le fait de déminer un petit peu les bugs potentiels, en choisissant bien son outil de visio et en testant. La communication qui est extrêmement importante, notamment la sécurisation des invitations. Si vous voulez vraiment, ne perdre personne en route. Répéter, et le jour J, voilà, animer en fait, animer avec une bonne posture son webinar, et ensuite, voilà, aller plus loin que, juste le webinar. Potentiellement, au-delà du feedback aussi, c'est aller, faire un call to action auprès de vos participants. Comment matérialise-t-on le call to action? J'ai entendu un micro qui s'est ouvert, peut-être qu'il y avait une question aussi en Non, c'était moi, mais je voulais te prévenir de la question justement sur, comment matérialiser le call to action. merci Alexandre, on est complètement en phase. Le call to action, soit vous dites à vos participants, ça dépend en fait de si vous avez un site, si vous avez un support, si en fait vous avez,
récupérer leur mail et vous demander leur autorisation pendant le webinaire de leur envoyer ou à travers l'outil de questionnaire, vous faites cocher est-ce que vous consentez à recevoir les informations suite au webinaire par mail, et auquel cas, du coup, ça peut être aussi l'occasion de leur proposer dans ce mail-là, où vous leur envoyez les informations, la consultation gratuite, mais ça peut être juste dans la conclusion de votre webinaire, en fait. Dire, voilà, donc nous, on vous a présenté tout ça, aujourd'hui, notre expertise, c'est celle-ci. Du coup, on vous propose une consultation gratuite dans 20 minutes, et pour prendre rendez-vous, là, vous pouvez mettre un lien pour aller en savoir plus ou pour prendre rendez-vous directement intégré à votre calendrier, par exemple avec un outil comme Calendly. Je vais l'écrire dans le doute. Il y a plusieurs façons de le faire. Ça dépend vraiment du coup, ça dépend de dans quel cas de figure. Peut-être, Nathalie, est-ce que tu as un cas de figure en particulier? Est-ce que tu penses à des clients? Est-ce que tu penses à... Si tu me donnes peut-être... C'est peut-être Ouais. plus simple juste de répondre à l'oral. Non, mais voilà, typiquement, c'était comme c'était après, donc après le webinaire, je voulais voir, mais ta réponse a été très claire. Effectivement, il y a une large possibilité, donc par un mail destiné après demande d'autorisation, ou éventuellement en conclusion du webinaire, ouvrir sur effectivement d'autres possibilités du type la consultation gratuite, etc. Donc Ouais. c'est très clair. Merci. Ok, merci Nathalie. Tout à fait. Alors, j'ai pas plus d'exemples que cette consultation gratuite parce que je suis pas forcément dans vos métiers au quotidien. Donc, si vous en avez d'autres, je vous invite fortement à les partager, soit avec le micro ou soit par chat, parce que ça peut être intéressant pour les autres aussi d'avoir d'autres idées que celles que j'ai mis là. Effectivement, ça peut se faire dans la conclusion, et c'est juste que ça prolongera en fait la relation avec vos participants. Je vous invite fortement à partager vos bonnes pratiques, hein, puisque certains d'entre vous ont déjà animé des webinaires, des réunions. Donc, si vous avez déjà fait un call to action et qu'il a pris une autre forme, je serais très intéressée également. Alors, je vais pas vous demander ce que vous retenez en un mot, parce que je vous l'ai déjà demandé tout à l'heure. Je vais vous demander qu'est-ce qui, selon vous, là, avec tout ce que je vous ai partagé, normalement, vous avez le wrap-up juste avant. Qu'est-ce qui est le plus difficile, ou qu'est-ce qui sera le plus difficile à mettre en place? Si vous décidez d'organiser un webinaire là dans 2 semaines, qu'est-ce qui vous paraît un peu qu'est-ce qui vous fait un peu le plus peur? Les slides, OK, peut-être que je peux vous donner 2-3 bonnes pratiques là-dessus. Il me reste un peu de temps. D'autres idées? Trouver des bons moyens d'interaction. Donc ça aussi, peut-être Alexandre, avant d'envoyer le lien, je rajouterai à la fin un petit guide de contenu avec des sites où vous pourrez trouver justement les interactions, les icebreakers, etc. Les questions à poser. J'ai un arbre aussi de questions. OK. En tout cas, donc pour répondre assez rapidement, sur les bons moyens d'interaction, au-delà de Energizer, et cetera, vous pouvez vous sentir plus ou moins à l'aise de les utiliser sur un premier webinaire, parce que vous n'avez pas forcément, encore une posture, peut-être d'animateur, de webinaire. Ça peut juste être vraiment, penser à l'avance à des questions précises telles que celle-ci, et je peux vous envoyer, un petit exemple, de questions, je peux vous le mettre à la fin des slides. Ça peut être, tout simplement du coup, faire des checkpoints, qu'est-ce que vous retenez en un mot? Oui, en fait, ça va passer par des questions. Si vous n'allez pas, spécialement, plus loin dans l'interaction à travers, les energizers, et cetera. Des tours de table, voilà. Pour les slides, moi, mon conseil principal, et là, en fait, on l'a pas du tout dit finalement en intro, on est en train de recruter les candidats à l'incubateur du barreau Avocat Lab 92, et donc on est en plein moment, on est en train de les coacher au pitch.
et on est en train de leur envoyer plein de bonnes pratiques également sur les slides. Et vraiment, l'aspect principal que je vois, c'est premièrement se mettre à la place de en l'occurrence de son participant, de son utilisateur. Quel niveau de jargon il a, quel niveau de compréhension des acronymes il a, quelle va être sa compréhension, et de vraiment se mettre à la place de cet utilisateur pour bien qu'il puisse comprendre. Ça, c'est vraiment, ça paraît évident, mais c'est important de se le noter et de le prendre en compte quand on le fait. Typiquement, combien de webinars sur l'innovation, etc., vous avez pu voir qu'ils utilisent des mots en anglais qui ne sont pas du tout spécialement intelligibles. Donc ça, c'est une chose, et l'autre chose, c'est de mettre le moins de contenu possible sur les slides, de potentiellement accepter de faire beaucoup plus de slides et d'avoir du contenu qui se délivre petit à petit. Là, vous voyez, c'est typiquement l'exemple. Plutôt que de vous mettre les 2 questions d'un coup, ce qui va peut-être vous perdre si je vous demande de répondre aux 2, c'est de les mettre l'une après l'autre. Donc acceptez de mettre moins de contenu, quitte à faire plus de slides pour plus rythmer et cadencer votre webinar. Et voilà, j'avais un exemple, mais du coup, je me suis distraite en regardant les questions. Non, de surtout pas écrire trop de choses sur vos slides, d'écrire des choses que vous ne comptez pas dire à l'oral. En fait, ça ne fonctionne pas de se dire: «Ah, ce que je dis pas, je le mets sur les slides, ils le liront plus tard». Soit vous avez un groupe de slides, un deck de slides que vous voulez envoyer plus tard, et auquel cas vous pouvez mettre plus d'infos dessus parce que vous voulez qu'elle soit autoporteuse, et c'est celle que vous envoyez. Mais celle que vous présentez, par pitié, ne mettez pas plus de contenu dessus que ce que vous dites, parce que du coup, pendant que vous parlez, l'auditeur, il est en train de lire ce qu'il y a sur les slides, il est en train de se perdre dedans, et vous l'avez perdu, et donc potentiellement vous avez cassé votre rythme en fait. Voilà, c'est ça le dernier conseil que je voulais faire sur les slides. Rajouter un dico de termes anglais, c'est pour les anglicismes, pour le coup, c'est vraiment une très bonne idée. Des conseils pour être plus à l'aise pour parler devant un large public sans voir leur réaction. Pratiquer. Franchement, je crois que j'ai donné mes premiers webinars en mars 2020. Alors, je ne sais pas si vous me trouvez extrêmement mal à l'aise, mais je vous vois pas, je vois que mes slides. Aujourd'hui, ça me dérange plus. Le premier webinar que j'ai fait en mars 2020, j'étais pas du tout à l'aise, je bégayais, voilà, j'avais très chaud. Il y a plein de signes de stress. C'est pratiquer. Pratiquer, et on est de plus en plus à l'aise avec ça. C'est franchement beaucoup plus agréable d'avoir les gens en physique, mais c'est la réalité, donc on finit par s'habituer. C'est quand même mieux de demander aux gens de mettre la caméra si vous êtes pas, il y a des outils qui sont mieux que Teams du coup, parce que là, quand on partage l'écran, on voit pas la tête des autres. Sur Google Meet et sur Zoom, il me semble, Zoom, tu nous confirmeras Alexandre si je me trompe, mais il me semble que tu peux partager tes slides tout en voyant toujours les vignettes des autres gens, et du coup vraiment faire en sorte de peut-être avoir 2-3 complices dans le lot, et vous leur dites: «Allumez vos caméras», et en fait le fait qu'il y en ait quelques-uns qui le fassent, ça motivera les autres de le faire aussi, parce qu'ils se sentiront peut-être moins seuls avec leur visage en grand affiché. Hem, voilà, le plus difficile me paraît peut-être la forme des slides. Sans trop en mettre, bon, bah, ça, je pense que je vous en ai parlé. Sans trop en mettre en nombre, au prétexte donc là, ce que j'entends, c'est, le fait d'alléger les slides, le risque, ça serait de pas mettre assez de contenu, et donc de paraître léger peut-être, dans le contenu, c'est ça? Ouais. En fait, c'est un exercice, ça demande à être peut-être plus pointu dans la formulation qu'on choisit. D'accepter, si on a vraiment énormément de choses à dire, juste d'accepter de faire des slides peut-être plus légères et d'en faire plus. Ce que je disais, du coup, vous pouvez juste délivrer l'information par petits bouts pour qu'elle soit digeste, et alors c'est plus de boulot, mais du coup, c'est d'avoir 2 slides, et une fois que vous avez fini le 2 ensembles de slides là, de présentation, vous faites la plus détaillée, celle qui a tout le contenu, le hard quoi, le truc dans le dur, vous le faites, et après vous la déclinez en version plus light, et donc du coup, vous envoyez celle qui est un peu plus, dans le dur, ou alors vous envoyez une fiche récap, voilà, vous pouvez faire une infographie sur Canva, comme, pour ceux qui auront vu le legal design, sinon ça vous invitera à aller la regarder. Hem, mais du coup, vous avez quand même quelque chose qui est fluide dans le déroulé, parce que
avoir des slides avec énormément de texte dessus, ça ne vous servira jamais. Peut-on joindre des documents? Dans les slides, ouais, il y a un bouton sur PowerPoint qui, d'ailleurs, je peux peut-être vous le montrer, du coup. Dans Insertion, Objet, je crois, quelque part. Je m'en sers parfois, mais je ne le vois pas. C'était une très bonne idée d'essayer de vous le montrer. C'est là, Objet. Et donc, quand vous cliquez dessus, vous mettez sous forme d'icône, ce qui fait que là, je pourrais vous mettre un PDF ou autre chose à ouvrir et vous pourrez l'envoyer du coup à vos participants par mail ensuite et en leur disant bon, bah, y a pas mal de contenu cliquable sur la slide, vous pourrez aller la consulter ensuite. Et pour trouver des intervenants, parce que j'avais vu cette question, bah alors là, c'est la problématique de développer son réseau, d'assister à d'autres webinars, d'être assez un peu assidu sur les sujets qui vous passionnent, sur lesquels vous voulez intervenir, et donc du coup, d'aller solliciter ces personnes-là que vous sentez pointues sur le sujet que vous voulez mener. Ok, et maintenant, dernière question avant de vous laisser. Ah, j'ai une dernière question. Alors, pardon. Est-ce qu'on a intérêt à limiter le nombre de participants pour voir les vignettes de tous les participants et permettre à chacun de s'exprimer? Effectivement, non, vous ne ferez jamais intervenir 80 participants en 1 heure, pas à l'oral en tout cas. Mais c'est d'où l'intérêt d'avoir des questions comme ça, avec des quiz, parce que tout le monde peut répondre avec A, B, C, etc. Après, vous avez une lecture plus ou moins proche, c'est-à-dire que là, on est, je ne sais pas combien on est, j'avais l'impression qu'on était peut-être une vingtaine. Vous êtes peut-être une dizaine à avoir réagi sur le chat. C'est facile pour moi d'analyser un petit peu les réponses. Si vous étiez 80, j'aurais scrollé comme ça, j'aurais vu, bon, bah, il y a une majorité de A, ok, voilà. Et si vous êtes un groupe restreint, vous pouvez faire des tours de table, etc. Mais l'interaction va être différente si vous êtes beaucoup. Typiquement, l'icebreaker des Dingbats, il marche très bien, ça fonctionne par chat. Tout ce qui fonctionne par chat, globalement, ça marche très bien. Donc moi, je ne préconiserais pas de limiter, sauf si vous voulez vraiment avoir une discussion et que c'est un retour d'expérience avec des gens qui vont interagir, etc. Si c'est du contenu descendant, même s'il est interactif, il peut être le parti pris, c'est que ça c'est un contenu descendant, vous transmettez quelque chose, auquel cas, justement, the more, the merrier. Plus on est de fous, plus on rit. Ok, et maintenant, dernière question qui vous est adressée. Là, suite à ce webinaire, est-ce que vous vous sentez prêt à vous lancer? Il vous manque peut-être plus qu'à trouver un sujet, un intervenant, à retrouver les slides suite à ce webinaire. Est-ce que voilà, vous n'êtes pas prêt? Ça vous a aidé, mais vous n'êtes pas prêt? Ou c'est franchement, ça ne vous a pas aidé, vous ne voyez pas trop comment appliquer? Et c'est ok de me le dire, je préfère que vous me le disiez et que je puisse m'améliorer sur le contenu. Ok, donc on a des A, ça c'est super, je suis contente. Ok. Je peux comprendre qu'il y ait des freins pour passer à l'action. On va essayer dans ce qu'on vous envoie de vous donner le maximum de billes pour que vous puissiez aller plus loin. Je reprendrai vos questions, je regarderai si je peux vous rajouter des choses. Et alors oui, Alexandre, tu fais bien, je profite qu'il nous reste 5 minutes. J'en prendrai peut-être que 2. On a un webinar, notre atelier sur LinkedIn, du coup, le 22 avril, jeudi prochain. Si vous étiez là au webinar sur LinkedIn, l'idée, c'était de vous partager un peu les bonnes pratiques pour développer son profil. Là, on va avoir un atelier, on va rentrer vraiment dans le dur de comment est-ce que je crée une bonne publication. On va le faire ensemble. Donc, ça peut être potentiellement, si vous avez envie d'organiser un webinar et vous voulez créer la bonne publication pour faire la promotion de ce webinar, on le fera ensemble en vous donnant toutes les bonnes pratiques. Et on regardera également aussi comment avoir un profil vraiment optimal pour, c'est pas déjouer, mais pour répondre aux besoins de l'algorithme de LinkedIn, ce qui va vous permettre de remonter un petit peu dans l'algorithme et donc d'être plus visible et peut-être d'être sollicité un jour comme intervenant. Donc, les informations sont sur le site Matox, c'est ça?
J'ai envoyé le lien direct Super. pour s'inscrire, histoire de raccourcir le nombre de clics. L'atelier est payant, c'est 2 heures, ça valide des heures au titre de la formation continue et c'est intéressant. Pour l'enregistrement du premier webinaire sur LinkedIn, je vais le remettre, mais il est disponible sur Matog, de même que celui sur le legal design. J'en profite pour parler de la prochaine matinale du prochain webinar qui aura lieu un mardi et non pas un jeudi, vu que c'est juste avant l'ascension, donc le mardi 11 mai. Retenez la date et on vous expliquera comment créer un site internet sans avoir de compétences en codage et autres. Il y a plein d'outils pratiques no-code qui vous permettent de créer un site, de plugger des logiciels de paiement en ligne, par exemple, et autres. Pourquoi pas aussi des choses de visio pour faire des consultations rapides avec des clients, mais déjà avoir un site, avoir une vitrine, enfin voilà. Donc tout ça rentre dans ce processus qui peut être un peu suivi de façon indépendante, mais tout ça est global, c'est-à-dire c'est comment exister à l'ère numérique avec LinkedIn, avec un site internet, et voilà, c'est un programme de formation cohérent. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire, je vous ai remis le lien, et voilà. Et on vous donne On met rendez-vous le pour lien, nos prochaines matinales. exactement. Puis vous pourrez accéder aux rediffusions pour faire le petit parcours en asynchrone si vous n'êtes pas dispo ce jour-là. Merci à tous pour votre enthousiasme, pour vos participations dans le chat. Oui, merci. Super. Merci pour ce retour et je vous rassure, il y a encore un an, je n'avais non plus aucune légitimité de faire des webinars. Donc si vous me trouvez fluide et vous trouvez le contenu pas mal, c'est que vous aussi vous pouvez y arriver. Il suffit juste de pratiquer, quitte à le faire peut-être avec un cercle restreint de collaborateurs proches, d'amis. Ça peut être une solution pour justement développer cette légitimité. Voilà. Merci à tous et puis bon après-midi. Merci à tous, bon après-midi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.